vraiment, vraiment remercier tous les organisateurs de cette magnifique soirée qui nous réunit autour d'un thème qui nous concerne tous, la crise, peut-être les crises avec tout ce que l'on a vu et dont mes prédécesseurs ont magnifiquement parlé, et surtout de l'associer à un angle trop peu abordé, qui sont les opportunités que cela nous ouvre. Alors, pour rebondir sur la controverse, je vais me permettre une toute petite controverse sur ce qu'on a entendu avant et sur les phrases qui passaient sur les écrans où on parle de l'homme. L'homme est responsable de ça, l'homme ceci, l'homme cela. Il ne faut pas oublier que tout ce qui nous arrive est le fait d'une civilisation pyramidale, occidentale, patriarcale. C'est-à-dire que ce n'est pas le propre de l'être humain, c'est le propre d'une histoire, d'une civilisation, je répète, pyramidale et patriarcale. Donc il y a d'autres choses dans d'autres civilisations, l'homme a fait autre chose aussi, ce n'est pas le propre de l'être humain. Voilà, c'est juste le petit relativisme que j'avais envie de dire après les images. Alors, si je suis ici ce soir, je crois que c'est parce que j'ai passé beaucoup d'années en fait, à étudier les nouveaux modèles économiques et productifs qui ont émergé ces 40 à 50 dernières années. Je crois que je suis ici aussi parce que j'en ai sorti une théorie intégrative, mais pas que, des outils concrets pour accompagner les territoires, les organisations dans le changement. Parce que finalement, en fait, ce qui nous arrive, et je rejoins complètement tout ce que vous avez dit, on est dans une période d'innovation radicale et c'est une innovation en plus très concrète. Et c'est pour ça qu'on peut facilement passer au concret. La bonne nouvelle de tous ces modèles qui ont émergé ces 40 à 50 dernières années, c'est que, en fait, la qualité écologique et la qualité sociale sont au cœur de leur productivité et de leur rentabilité. On est dans une innovation absolument radicale. Et si je devais résumer en une seule phrase le point commun, le secret de ces modèles pour générer cette rentabilité, c'est qu'ils font émerger l'intelligence de leur système. Ils croient que l'intelligence est dans le système, qu'il y a une intelligence dans le système qu'il s'agit de faire surgir. Pour être très concrète, il y a une entreprise qu'on connaît tous très très bien, qui a compris ça et a révolutionné son domaine, c'est Google. Google, en 1998, quand ils pensent leur moteur de recherche, les fondateurs ont une intuition d'abord fondamentale. Ils se disent que la compétence pour établir la réponse la plus pertinente à une requête n'est pas chez eux et ne sera jamais dans leur équipe. Elle est au cœur du système. Elle est en fait la compétence, cette intelligence pour produire cette réponse juste à la requête la plus pertinente, elle est dans le système. Et où elle est dans le système? Elle est dans les liens. Elle est dans les liens qui unissent les sites Internet. C'est-à-dire que la réponse la plus juste à une requête est là où il y a la densité des liens les plus fortes autour d'un texte donné. Cela, ça rend obsolète tous les moteurs de recherche avant eux et ça fait de Google le Google qu'on connaît aujourd'hui. Cette pensée que la compétence est dans notre organisation, que l'intelligence est dans notre organisation, ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons. Nous pensons que l'intelligence est dans quelques têtes, en général au dernier étage de l'immeuble de bureau de l'entreprise, autour d'une table de réunion qu'on appelle un board, et qui va diffuser sa grande intelligence, penser stratégiquement le système et diffuser les ordres de haut en bas et au service commercial, au service fournisseur, au service production, etc., etc., etc. Nous avons dans nos organisations des organisations en fait assez pauvres en intelligence parce qu'elles n'exploitent pas les liens qui existent dans leur organisation. Et
ce comportement est assez unique, est assez peu répandu dans le vivant, puisqu'en fait, l'ensemble du vivant fonctionne absolument différemment. Et justement, il est productif parce qu'il exploite ces liens entre une diversité d'acteurs qui se trouvent rassemblés. Cette productivité phénoménale du vivant, grâce à ces liens qui les unissent, eh bien, Maxime de Rostolan, je pense, en parlera extrêmement bien grâce à son expérience de la permaculture et le projet qu'il développe, et je l'invite à venir maintenant. Et on peut être de plus en plus nombreux, et c'est là que tu interviens. Et Eddy, et on est toute la salle possible. Merci, et c'est un honneur de participer à cette conférence devant une idole de jeunesse. Ouais. J'adore le nom aussi de la conférence, Big Bang des possibles. Big Bang, ça fait référence au temps long, à tout le chemin parcouru par l'univers, par la Terre, par la vie, avant de nous voir débarquer. Ça fait aussi référence à la nature. Et la nature, c'est un fabuleux laboratoire de recherche. La nature a réussi à répondre, à relever tous les défis qui lui avaient été posés. Et relever des défis avec des technologies complètement incroyables, des technologies résilientes, qui savent s'adapter, on en parlait, des technologies sobres en énergie, puisqu'elles ne fonctionnent qu'avec l'énergie solaire, des technologies qui ne font pas de déchets non plus. On a parlé de biomimétisme. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de créer une association pour parler de biomimétisme. Ça s'appelait Biomimicry. On accompagnait les entreprises sur cette voie pour les accompagner dans le changement de modèle. Et bon, c'est un gros boulot, ça prend du temps, mais c'est passionnant. Et un des domaines auxquels je me suis plus particulièrement intéressé, c'est l'agriculture. Parce qu'il me semble que si jamais on est sincèrement mobilisé pour la création d'un monde durable, d'un monde plus vivable pour les générations futures, la première brique, le socle sur lequel on doit reposer et construire, ériger ce nouveau paradigme, c'est l'agriculture. La nature, en question d'agriculture, en matière d'agriculture, a énormément à nous apprendre. Si on regarde une forêt, ça crée 600 fois plus de biomasse qu'un champ de blé, et ce, sans intrants, sans déchets et sans pétrole. La permaculture, donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ça. Si je veux le faire un petit peu grossièrement et que les permaculteurs de la salle ne m'en veuillent pas, mais la permaculture, ce serait le biomimétisme appliqué à l'agriculture. Comme il y a des gens qui aiment un peu la rigueur ici, je vais essayer de le refaire plus précisément. La permaculture, ce serait l'art et la philosophie de concevoir des écosystèmes humains équilibrés. Donc ça s'applique un petit peu dans tous les domaines de la vie, dans la gestion d'une entreprise, dans finance, dans la construction. Mais c'est vrai que le domaine dans lequel on peut le mieux l'observer, c'est l'agriculture. Et donc c'est ce qu'on fait. Et concrètement, l'agriculture, qui s'inspire de la permaculture, va essayer de chercher la vie du sol. Dans la nature, le sol n'est jamais à nu. Vous voyez, quand vous prenez le train, tous ces champs à nu, c'est une hérésie. Et d'ailleurs, Hubert Reeves en parlait tout à l'heure avec les vers de terre. Donc en permaculture, on va pailler le sol, on va en permanence lui apporter de la matière organique. On va essayer de cultiver la diversité, comme dans une forêt. On va faire en sorte qu'un élément puisse avoir plusieurs fonctions et qu'une fonction puisse être remplie par plusieurs éléments. Quand j'ai découvert la permaculture, j'ai eu la chance d'aller à la ferme du Bac-et-Loing. Donc c'est une ferme en Normandie qui est suivie par l'INRA depuis 4 ans. Et l'étude qui est menée au Bac-et-Loing vise à montre qu'ils arrivent à produire 10 fois plus par unité de surface que l'agriculture conventionnelle. Et ils vont un petit peu plus loin. Ils disent même que sur 1000 mètres carrés, on arrive à créer un emploi. Donc j'ai passé pas mal de temps à la ferme du Bac-et-Loing, ça m'a passionné, c'est une ferme que je vous invite à visiter, en tout cas il y a pas mal de films qui vous... Voilà, c'est ici. Et donc j'ai passé pas mal de temps avec le directeur de recherche de l'INRA et je lui ai demandé, passionné que j'étais, je lui ai dit mais comment est-ce qu'on pourrait vous aider, comment est-ce qu'on pourrait aider à dupliquer le modèle, à l'essaimer, à faire en sorte de créer des emplois, sachant que ces emplois peuvent bien sûr entretenir la biodiversité, préserver la qualité de l'eau, permettre de lutter contre des maladies dues à l'alimentation. Et il m'a dit, tu vois, nous on a un petit souci, c'est que pour des chercheurs c'est un petit peu maigre, on n'a qu'un terrain d'études, donc déjà si tu connais d'autres fermes qu'on pourrait étudier, ça nous intéresse. Et puis, autre chose, c'est que la ferme du Bac-et-Loing a mis 8 ans à mettre son système en place.
Donc elle a pris des chemins de traverse, elle n'a pas documenté toute cette période. Et il dit, nous, ce qui nous intéresserait, c'est de pouvoir suivre au fil de l'eau toute la création d'une ferme. Regardez combien d'investissements il faut, combien de temps de travail, l'évolution de la productivité. C'est important de le suivre rigoureusement parce que si on dit que sur 1 hectare, on peut créer plusieurs emplois, il y a quand même un grand vivier d'emplois qui est dans les territoires. Et on a perdu 1,5 million de fermes en 50 ans. Dire qu'on pourrait créer 200 ou 300 000 fermes dans les 20 ans qui viennent, c'est pas complètement absurde ou utopique. Et donc il faut, si jamais on s'engage dans cette voie, le faire rigoureusement. Ça implique aussi, si jamais on dit qu'on veut créer 200 ou 300 000 fermes dans les années qui viennent, que des gens de la ville vont devoir aller à la campagne. Et ça, je me voyais bien de le dire depuis mon scooter à Paris et de prôner ce changement de vie. Je me suis dit que ce serait quand même plus légitime d'aller tester l'expérience. Donc je suis retourné voir ce directeur de recherche après pas mal de mois de documentation et de visites de ferme. Et je suis allé voir ce directeur de l'INRA et je lui ai dit, écoutez, moi je suis partant, je veux bien être le cobaye et essayer de monter une ferme et de voir, vous donner tout ce dont vous avez besoin pour faire vos études. Et donc il m'a dit, ok, si tu fais ça, je mets un doctorant, un thésard, qui va analyser tous tes chiffres et qui va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc du coup ça c'était en 2012, l'aventure s'est lancée, on a créé l'association Ferme d'Avenir avec 2 experts en permaculture qui sont devenus des amis. On a donc dessiné le projet, on a esquissé un budget, défini des objectifs, on a trouvé des partenaires et puis on s'est dit voilà, le pari qu'on a c'est d'essayer de prouver que l'agriculture naturelle, peu mécanisée, sur petite surface, peut être plus rentable que l'agriculture conventionnelle. Donc concrètement, on s'est installé il y a un peu plus d'1 an, voilà, c'est ici, en Touraine, à Montlouis-sur-Loire, sur 1,5 hectare. Et le pari qu'on a, c'est de dire, en 4 ans, on atteint l'équilibre économique et on pérennise 3 emplois qui ne seront pas délocalisables, qui créeront de la dynamique locale, etc. Il y a un vrai enjeu, parce que si jamais on arrive à prouver ça, il y a énormément de parcelles qui aujourd'hui ne sont pas du tout intégrées dans le circuit économique, qui pourront l'être demain. Parce qu'un hectare, c'est pas dur à trouver. Toutes les collectivités locales ont 1 hectare qui traîne. Il y a énormément de propriétaires fonciers, que ce soit des particuliers ou des entreprises comme EDF ou La Poste, qui ont un patrimoine foncier considérable, qui pourraient mettre à disposition ces parcelles et créer de l'emploi. Donc il y a un vrai enjeu. Donc on s'est fixé plusieurs objectifs. Le premier, c'est donc cette thèse que vous pourrez suivre au fil de l'aventure et qui va essayer de rendre lisible pour les institutions, pour les scientifiques, ces chiffres, avoir des critères. Donc ça, c'est le premier objectif, c'est la thèse. Le second objectif, c'est une boîte à outils. Donc on est avec les experts en permaculture, au fil de l'aventure, on explique... Oh là là... Non, c'est rien. Il faudrait songer à conclure. Hein? Donc le second objectif, on a donc une boîte à outils qui permet comme un mode d'emploi pour permettre à tout porteur de projet qui souhaiterait de suivre quelques étapes. Donc c'est les porteurs de projet, ça peut être, comme vous l'avez compris, des agriculteurs qui souhaiteraient suivre cette voie, ou des propriétaires fonciers qui seraient prêts à mettre à disposition une parcelle. Et le troisième objectif, et non des moindres, c'est la publication par un comité scientifique de tout ce qui concerne les externalités positives, les impacts que peuvent avoir ce type d'agriculture et ce type de ferme sur les territoires, en termes de santé, de biodiversité, d'éducation, de dynamique de territoire. Et donc ça, c'est piloté par Carbone 4, qui dirige aussi le débat sur la transition énergétique. Et donc voilà, il y a pas mal de contributions d'experts qui vont arriver. Donc voilà, ça fait un peu plus d'1 an qu'on a lancé la ferme. Il y a maintenant 2 maraîchers, dont un qui a fait le déplacement, qui est dans la salle, que je salue. Et voilà, donc vous pouvez venir, vous pouvez suivre sur le site. C'est passé un peu vite, mais c'était avant-après. Et donc vous pouvez suivre sur le site Ferme d'Avenir un petit peu les évolutions de tout ça. Et comme il faut conclure, je vais conclure, mais je rajoute juste une petite chose. En fait, j'ai une deuxième casquette, parce que je suis aussi dirigeant d'entreprise. Vous avez compris, avec Ferme d'Avenir, on essaie de montrer qu'il y a un modèle économique, que c'est viable. Et en fait, si jamais on veut dupliquer, si on veut essaimer tout ça, il y a un moment où il va falloir le financer. Et vous savez bien que les banques sont un peu frileuses en matière d'innovation et surtout dans le domaine de l'agriculture. Donc en 2007, quand les premières plateformes de financement participatif sont arrivées, je me suis dit il faut absolument mettre à disposition cet outil pour financer l'agriculture. Et donc j'ai créé ce qu'on a Bluebees. Bluebees, donc c'est la première plateforme qui a fait du prêt
Donc on fait du prêt rémunéré pour les internautes. Donc ça a été une vraie bataille juridique parce qu'à l'époque la loi ne le permettait pas. Elle le permet depuis le 1er octobre. Et donc on fait du prêt rémunéré. On joue donc avec les mêmes règles du jeu, pour pas dire les mêmes armes que les banques. Et on propose aux gens de financer l'économie réelle. Et donc c'est de l'agroécologie. Voilà. J'ai pas eu le temps de parler du projet 1001 fermes, du concours qu'on lance avec La Ruche qui dit oui pour valoriser toutes ces fermes qui incarnent le nouveau visage de l'agriculture. Mais on aura le temps d'en parler après. Merci beaucoup. Alors quand je vous parle d'innovation radicale, on est vraiment dans cette innovation radicale, c'est-à-dire qu'on a entendu, vous avez entendu, 10 fois plus productif par unité de surface, sans pesticides, sans engrais, en diminuant les carburants. Pourquoi ? Parce qu'on se base sur les liens entre les différentes espèces que peuvent constituer un écosystème, voire entre les écosystèmes entre eux. Et cette agriculture peut être aussi extrêmement belle, extrêmement paysagère. Donc elle peut aussi rentrer dans les villes. Elle a un effet d'embellissement. Elle crée des plus-values sociales. Donc c'est bien ça, l'innovation radicale. Et comme vous voyez, on obtient cette rentabilité. Comment ? Finalement, en remplaçant l'injection de matière dans le système par de l'injection d'intelligence végétale et humaine d'organisation. Eh bien, aujourd'hui, il y a des industries qui appliquent finalement les mêmes modèles, la même mécanique. Comment on pourrait diminuer la matière en injectant de l'intelligence et de l'organisation ? Je vais vous reparler d'une entreprise qu'on connaît tous, Rank Xerox. Rank Xerox, dans les années 70, a fait une erreur stratégique fondamentale qui a failli coûter la vie à la boîte. Elle avait trop investi dans la recherche et développement, trop dépensé. Ces machines devenaient très performantes, mais plus du tout concurrentielles sur le marché. Il fallait absolument trouver une solution et renouveler le modèle économique. Au fur et à mesure, au bout de quelques années, ils ont trouvé un tout nouveau modèle économique où ils se sont dit on ne va plus vendre nos photocopieuses, on va vendre les photocopies. C'est-à-dire que leur métier n'a plus été de fabriquer et vendre, se délester de leurs machines. Elle a été toujours de fabriquer les machines, mais d'aller chez le client et d'optimiser finalement, selon son besoin de photocopie, le parc des machines existants. Et concrètement, Rank Xerox restait propriétaire de sa machine. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Rank Xerox a eu intérêt à faire les machines les plus robustes possibles pour éviter la maintenance, les plus performantes possibles pour ne pas avoir toujours son client au bout du fil et être constamment sur site. Et aujourd'hui, Rank Xerox réutilise 94% des composants de ses anciennes machines dans ses nouvelles machines, a diminué de 36% ses émissions de gaz à effet de serre en 10 ans, a diminué ses consommations d'eau et ses polluants, et a une relation privilégiée avec son client qui fait qu'elle reste à la pointe de l'innovation. Eh bien, et 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Eh bien, c'est ça, cette innovation radicale qu'apporte cette nouvelle façon de penser les modèles, et où l'écologie n'est plus du tout en concurrence avec les objectifs de rentabilité économique. Parce que les objectifs de Rank Xerox n'étaient pas du tout écologiques. Ils étaient bien économiques. Et ils ont eu une performance écologique pour des motivations économiques. Cette alliance de ces deux objectifs apparemment inconciliables, eh bien, nous en avons des multiples facettes. Et on va en présenter une avec, ce soir, le compte épargne carbone, qui est une innovation d'ici.
Pour vous aider à réduire vos émissions de CO2, le compte épargne CO2 fonctionne un peu comme une tirelire. Vous n'y mettez pas d'argent sonnant et trébuchant, mais un bien précieux pour nous, la planète. Vous y mettez le CO2 que vous n'avez pas émis, le CO2 que vous économisez. Comment est-ce possible ? Je vous explique. Prenons un exemple. Vous chauffez votre maison avec une chaudière au fioul et vous émettez 7000 kg de CO2 par an. Vous décidez de changer votre chaudière pour une chaudière au bois et vous économisez 7000 kg de CO2 que vous mettez sur votre compte. Ça fonctionne aussi si vous changez vos fenêtres, isolez votre maison, gérez au mieux la température de votre logement. Si vous optez pour les transports en commun, le vélo, le covoiturage, une voiture plus sobre énergétiquement, ou si vous roulez avec un véhicule électrique. Maintenant que votre compte est plein de kilogrammes de CO2, vous pouvez vous en servir pour par exemple payer une partie d'un vélo électrique en faisant un chèque de 1000 kg de CO2. Vous pouvez aussi revendre à une entreprise ou à une institution vos kilos de CO2 et leur permettre ainsi de compenser leurs émissions carbone. Vous recevrez alors de l'argent sonnant et trébuchant. Résumons. Vous aussi, vous pouvez réduire vos émissions de CO2 tout en augmentant votre pouvoir d'achat. 1. Ouvrez gratuitement un compte d'épargne CO2. 2. Réduisez vos émissions de CO2. 3. Utilisez vos kilos de CO2 et augmentez votre pouvoir d'achat. Pour vous aider. Ce n'est pas réservé aux ménages, les entreprises aussi se lancent. Le CJD Angers expérimente. Et c'est tout un système qui se met en place. Vous voici lors d'un moment JD, un vendredi soir. Tiens, Valérie, Salut Renaud. ça va? bien? Passé une bonne semaine? Ah ouais, pas mal, et toi? Tu bois un verre? Ah bah oui, Je suis en ça me retard. fait bien. Ah, tiens, Oh, voilà Olivier. Hello. Salut Olivier. Comment ça va, Renaud? Passé une Salut. bonne semaine? Comment tu vas? À bloc. Oh là là, qu'est-ce qui Super t'arrive? à bloc. J'ai ouvert le compte épargne CO2 de ma boîte ce matin. Bon, Ouais, en ouais, même temps, pourquoi pas, oui. Il était temps quand même. Alors, combien de kilos? 500 kilos de CO2 chez moi depuis ce matin. 500 kilos? Ouais, et Mais ouais. Olivier, j'ai 50 tonnes créditées sur le compte de l'entreprise. C'est pas possible. Mais C'est si, pas mais possible. si. C'est impossible. Comment t'as fait? Tout simplement, on a validé des économies de carbone sur un chantier qui ont été validées par l'ONU et créditées sur le compte de l'entreprise. Tout simplement. Et raconte-lui ce que tu en fais maintenant. Par exemple, on va pouvoir former des salariés à l'éco-conduite, comme ça on va générer encore plus d'économies de CO2, et je vais même te dire une chose, on va payer l'organisme qui va former nos salariés en partie grâce à des kilos de CO2. Tu veux me dire à moi qu'il y a des entreprises qui acceptent d'être payées en kilos de CO2 maintenant? Bon, allez. Là, il faut que tu atterrisses, Olivier. Moi, ça fait 4 mois que je propose des prestations de recyclage qui peuvent être payées en CO2. Regarde, si tu veux recycler tes gobelets demain, eh ben, tu peux me demander une prestation de recyclage que tu payeras avec tes kilos de CO2, Avec les 500 kilos que j'ai économisés. en partie. Mais voilà, par exemple, nous, on va même expérimenter en distribuant une partie de ces kilos de CO2 à des employés qui pourront, je sais pas, moi, aller louer un vélo chez Vert Event ou pourquoi pas acheter des places au Théâtre Le Quai à Angers. Et tu sais, on est déjà nombreux au CJD à expérimenter. On est déjà 15 à 20 entreprises à expérimenter, rien qu'au CJD à Angers. Ah bon? Mais oui, et tous les gens qui sont dans la salle ce soir peuvent ouvrir à titre personnel ou professionnel un compte épargne CO2. Et, Tu veux dire que toutes ces personnes-là ben oui, peuvent avoir des kilos de CO2 sur un compte si elles font des économies d'énergie? Évidemment. et oui. Et d'ailleurs, plus il y aura de comptes CO2 ouverts, et plus on sera fort pour atteindre notre objectif. Tu le connais, notre objectif? Non, vas-y, écoute. Notre objectif, c'est d'aller à la conférence mondiale du climat organisée par l'ONU en décembre. Paris 2015. Il y aura plus de 190 pays présents. On est en train de créer la monnaie climatique. Mais, Olivier, Allez. entre nous, Arrête de faire le candide. Tu C'est sais toi très bien tout l'expert, ça. c'est pas nous. parce qu'en fait, l'expert, Mesdames, messieurs, Olivier Messager, C'est créateur lui. du compte épargne CO2. Bonjour.
Donc rebonjour, je me présente Olivier Messager, je suis le cofondateur en fait du compte épargne CO2. Compte épargne CO2, c'est une nouvelle monnaie climatique qui est reconnue par l'ONU et par l'État français. Elle a deux objectifs. La première, c'est de donner de la valeur au CO2 pour essayer d'aller plus vite dans la transition climatique. Et la deuxième, c'est de passer de la contrainte à l'envie. La contrainte, on la connaît bien, quand on pollue, on paye. Il faut aussi penser à ceux qui ne polluent pas, il faut les récompenser. C'est ça l'idée. Aujourd'hui, c'est déjà 130 000 tonnes de CO2 d'économisées sur le Grand Ouest, grâce à 5 000 ménages et une centaine d'entreprises qui jouent le jeu de la monnaie climat. On pourra vous en dire un peu plus, même beaucoup plus, parce qu'il y a un stand juste derrière pendant le cocktail pour ouvrir des comptes et participer en fait à ce changement de modèle économique. Je vous dis à très bientôt et merci encore. Alors des exemples comme ça, des innovations comme ça, on en trouve des millions dans le monde entier, sous tous les climats, dans tous les contextes, pays riches, pays pauvres, en milieu rural, en milieu urbain et absolument dans toutes les activités et à toutes les échelles. Des très grandes entreprises aux très petites, des quartiers à des régions entières au niveau des territoires. Et si on fait le point, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la permaculture, c'est génial. Vous ne mettez plus d'engrais, vous ne mettez plus de pesticides, vous réduisez vos carburants et vous créez de la croissance. On a vu Rank Xerox, vous devez vous repositionner sur votre marché, vous diminuez votre consommation de matières premières, vous diminuez vos émissions de CO2, vous diminuez vos émissions de polluants et vous devenez le Rank Xerox que l'on connaît aujourd'hui. On vient de voir une monnaie, vous créez un véhicule de lien, la monnaie, entre différents acteurs et vous générez des échanges, vous générez de la croissance économique. Eh bien, l'efficience de ces modèles, cette innovation radicale, elle est qu'ils ont pu exploiter l'intelligence qui était dans le système existant. Ils n'ont pas changé les éléments, ils ont juste réaménagé les liens. Ils ont créé les liens où il n'y en avait plus. Ils ont créé des synergies entre des éléments qui existaient déjà. Et on obtient ces gains de rentabilité, non pas de 10% ou de matière, non pas 10, 20, 5, non, vous avez entendu les chiffres, c'est des fois 10, c'est des moins 90, donc c'est-à-dire divisé par 10, on est dans un saut radical d'innovation. Eh bien, cette intelligence qui est dans les liens, ce que je vous disais pour Google, si je devais servir à quelque chose ce soir, j'espère, c'est de vous dire, regardez dans vos organisations, que ce soit les territoires que vous gérez pour les collectivités locales, que ce soit vos entreprises, regardez les liens qui existent dans votre territoire, dans votre organisation, et aussi avec toutes les parties prenantes qui forment votre écosystème. Pour les entreprises, tout au long de la chaîne de valeur. Pour les territoires, l'ensemble de vos territoires et aussi des territoires qui peuvent être voisins ou complémentaires à l'extérieur. Et regardez les liens qui existent, ceux qui pourraient ne pas exister. Ceux qui pourraient exister et qui n'existent pas, pardon. Moi, quand je fais ça avec mes partenaires, quand on prend une organisation et on fait la cartographie de ces liens, on prend toutes les composantes. On prend toutes les composantes, qu'elles soient écologiques, les matières premières ou l'environnement, économiques et sociales. Et on va tisser la carte des liens qui existent entre elles, alors que normalement, souvent, on ne fait que le lien du flux de la valeur. Eh bien non. On a des liens qui sont culturels, on a des communautés de valeurs, on a des communautés de culture, on a des communautés d'intérêt, on a aussi des communautés de flux. Eh bien, c'est dans ces territoires communs de valeurs, d'intérêt, de flux, que vous allez trouver les socles des collaborations qui peuvent faire émerger l'intelligence de votre système.
Je vais vous donner aussi 2 petites recettes que j'ai apprises de tous ces nouveaux modèles durables émergents et que vous allez entendre clairement ensuite dans les exemples qui suivent. C'est que l'intelligence technique, la plus grande intelligence technique, elle est dans le vivant. Elle est quand il fonctionne comme des écosystèmes, comme on a vu avec Maxime, mais elle peut être aussi au niveau moléculaire, elle peut être aussi au niveau matériaux. Et la plus grande intelligence conceptuelle, organisationnelle, elle est chez l'homme. Et lorsque vous réussissez à rassembler ces 2 intelligences, lorsque vous réussissez à rassembler l'ensemble de ces modèles que l'on a vus, ou qui se basent sur les écosystèmes, ou qui se basent sur la collaboration humaine, eh bien vous obtenez une économie de type symbiotique, où la croissance des activités humaines, la réponse de nos besoins, se couple à la régénération des écosystèmes et des liens sociaux. Quand on analyse la structure de cette économie, qui a déjà émergé, qui existe déjà, elle n'a plus qu'à être fédérée, elle n'a plus qu'à être rassemblée. Elle n'existe que comme les pièces d'un puzzle encore épars. Eh bien, quand on les rassemble, vous avez une croissance qu'on peut être de type symbiotique, et quand on regarde son fonctionnement, on s'aperçoit que c'est le même fonctionnement que le vivant. C'est-à-dire que le grand message que j'ai aujourd'hui, c'est que je pense que nous avons inventé une nouvelle économie qui fonctionne comme toutes ces belles structures que nous a montré Hubert Reeves, que c'est créer l'univers, qui fonctionne comme le vivant. Aujourd'hui, on peut la choisir. Merci.